les amis, salut Malika, Bonjour welcome. Emma! C'est reparti pour un tour de manège. Ça va secouer aujourd'hui les amis. Toujours un grand plaisir d'être avec toi Malika. On va parler de la césarienne. C'est donc la première partie de nos podcasts vidéo sur cette intervention qui est devenue courante. On va dire au départ réservée pour des cas extrêmement urgents et puis maintenant on en parle à tort et à travers. On va faire un point sur comment se donner toutes les chances pour éviter la césarienne. On va parler des césariennes d'urgence. Est-ce que tout peut virer au drame en 5 minutes comme on nous le fait entendre? Moi, ça a été mon cas à mon premier accouchement. On m'a dit, madame, si ça va pas plus vite, maintenant, ça va partir en césarienne. Alors, on va faire un point aujourd'hui ensemble avec Malika sur les facteurs de risque qui peuvent amener une césarienne. On va vous parler de statistiques quand même. Comment prendre les meilleures décisions? Comment se préparer au mieux? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire en tant que maman, en tant que futur père aussi pour, on va dire, prendre connaissance de tout un tas de faits quand même, hein, qui sont, souvent malheureusement inconnus? Et puis, quelle est la différence entre une césarienne élective ou une césarienne de convenance? C'est quoi tous ces mots? Alors, juste pour rappeler une chose, Malika, toi, tu vas nous parler aussi de comment on aborde le thème des statistiques, parce que c'est très important pour s'y préparer. Mais aujourd'hui, en tout cas, en Turquie, pour vous donner une idée, les amis, 53% des accouchements se font par césarienne. Au Brésil, dans le secteur privé, 85% des naissances se font par césarienne. Ça fait presque 9 femmes sur 10 aujourd'hui dans le secteur privé demandent une césarienne au Brésil. Donc le problème, c'est que pour les professionnels qui nous écoutent, évidemment, eh bien, ils se rendent compte qu'une fois de plus, c'est difficile d'avoir de l'expérience. Maintenant, au Brésil, les pauvres sages-femmes dans le secteur privé ne savent même plus comment un bébé arrive sur Terre de façon naturelle. Et ça pose un certain nombre de problèmes qu'on évoquera dans la deuxième partie sur justement le microbiote, l'ocytocine. Malika, elle est experte là-dedans et on va en parler dans la deuxième partie. Dans le monde, on est plus ou moins autour des 20%. Et puis, pour ceux qui connaissent Ina Megaskin, donc ceux qui la connaissent, vous connaissez peut-être ses statistiques, c'est une sage-femme autodidacte américaine qui avait fondé et qui a toujours une communauté plutôt baba cool, on va dire ça comme ça, aux États-Unis, avec son mari. Et puis, elle a donc, avec d'autres consoeurs à elle, dressé les statistiques des accouchements qui ont lieu à The Farm pendant des années. Et dans les années 2000, son taux de césarienne, pour vous donner une idée, pour comparer, était de 1,4%. Voilà. Comme ça replace l'église au milieu du village. Malika, tu m'as dit aussi avant qu'on enregistre cette émission, c'est important que les couples regardent les statistiques des lieux où ils vont accoucher ou du praticien. Comment tu expliques ça? Mais tout simplement parce que nos risques à nous d'avoir une césarienne vont être basés sur là où on se dirige. Donc, si on va enfanter à The Farm, ben on a 1,4% de risque d'avoir une césarienne. Si on va enfanter au Brésil, ben moi, la même personne, dans la même condition, dans la même grossesse, soudainement, mes statistiques changent à 85% de risque d'avoir une césarienne. Fait que c'est l'idée de dire l'environnement va jouer énormément sur le processus de l'enfantement à proprement dit. Fait que le contexte culturel, bien évidemment, mais aussi l'environnement dans lequel on traite la femme pendant son enfantement. Dans un environnement où on a des pratiques pour éviter des catastrophes qui créent des problèmes, on va avoir plus de césariennes. C'est logique. Moins on respecte la physiologie, plus qu'on a besoin d'intervenir pour réparer ce qu'on a bousillé. Fait que la première chose, c'est de dire, ben si moi j'ai vraiment, vraiment peur d'avoir une césarienne, d'abord et avant tout, il faut que je fasse un choix sur où je vais mettre au monde mon enfant. On sait qu'on en a déjà parlé, hein, le lieu le plus sécuritaire pour mettre au monde son enfant, c'est à domicile. Parce qu'à domicile, tous les processus hormonaux nécessaires pour assurer la sécurité de l'enfantement vont se mettre en marche beaucoup plus facilement. Donc, à domicile, c'est le lieu le plus sécuritaire. À mi-chemin, on a la maison de naissance. Puis, le lieu le plus dangereux pour une naissance, hein, pour une femme qui est en bonne santé, on dit une grossesse à bas risque. J'aime pas vraiment ce terme-là, là, parce qu'on parle encore de risque, mais pour une femme qui va bien, avec une grossesse qui va bien, le lieu le plus dangereux, c'est l'hôpital. Donc,
juste de choisir l'hôpital, on augmente déjà nos risques de césarienne. Mais là, entre les hôpitaux, il y a des pratiques différentes. Il y a des hôpitaux qui ont des labels comme le label IHAB, le Amis des bébés, donc qui sont vraiment plus conscients de les effets. Donc, c'est vraiment, ce label-là est donné pour les maternités qui ont décidé de s'intéresser au bien-être du bébé au niveau des études scientifiques, puis là, de changer les protocoles dits traditionnels pour pouvoir assurer que les bébés, les mères se portent mieux. Donc, il y a des hôpitaux qui vont avoir des statistiques qui sont beaucoup plus faibles parce que la culture dans l'hôpital, puis ça, c'est important de comprendre qu'en tant que professionnel de la santé, on n'agit pas de manière autonome complètement parce que tous les rapports, tous les dossiers médicaux peuvent être évalués par nos pairs. On se fait toujours regarder par nos pairs sur qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est important de se souvenir que quand on a une culture d'hôpital qui est beaucoup plus, disons, conservatrice, qui aime mieux faire des césariennes que de jouer dans l'espace du gris, ben c'est sûr que ces hôpitaux-là vont avoir des taux de césariennes qui sont plus élevés. Fait que si moi, en tant que femme enceinte, je choisis cet hôpital-là, ben là, moi, j'ai donc plus de risques d'avoir une césarienne que si je choisis la maternité toute petite, avec plein de sages-femmes qui se sont intéressées à faire à apprendre la physiologie, avec une chambre physiologique de travail qui est utilisée, parce que des fois, faut pas se faire leurrer, hein. Des fois, il y a des espaces qu'on dit physiologiques dans les maternités, mais c'est juste pour le, tu sais, pour paraître La vitrine. D'ailleurs, ça me exact. permet, Malika, de préciser, merci de le dire, parce que beaucoup de personnes nous disent: «Oui, mais il y a des piscines hein, là où je vais accoucher, des Ouais. baignoires», pa et puis, en fait, on s'est rendu compte que ces baignoires, elles sont au contraire de la physiologie puisqu'elles sont préformées comme des jacuzzis un peu. Alors du coup, ça fait les Mmh. couples quand ils visitent les cliniques, ils disent: «Waouh, c'est joli, ça donne envie». On pense tous au spa avec le bain bouillonnant. Mmh mh. Sauf que quand une femme accouche, elle a besoin d'être libre dans ses positions qui Mmh. vont pas être les mêmes d'un accouchement à un autre en plus. Mmh Et mh. là, moi, je me souviens quand j'étais à la maternité de Genève, j'avais demandé une salle nature. Et puis donc ça, c'était en 2013 pour mon premier accouchement. Je me suis retrouvée dans une, baignoire préformée comme une coque avec Mmh. les assises déjà faites et en fait, j'étais horriblement mal. J'ai tenu 5 minutes, j'ai dit: «Moi, c'est pas possible» parce que du coup, ça me projetait plutôt vers l'arrière, le Ouais. ventre en l'air et j'étais comme une tortue sur le dos. Ça a été l'angoisse. Ouais. Et voilà, donc ça, c'est un exemple typique, comme tu le dis Malika, Mmh mh. qu'au final, ça a l'air physiologique, mais ça ne l'est Ouais. pas. Puis ça, c'est quand ils sont utilisés, dans le sens où toi, tu as eu la chance de rentrer dans le bain. Mais combien de fois il y a des salles physio? Fait que ça, c'est une autre question à demander. Si on choisit l'hôpital, puis il y a une salle physiologique, c'est de dire à quelle fréquence est-ce que cette salle physiologique-là est utilisée? Puis ça va Mmh. nous dire, est-ce qu'il y a une équipe qui est formée à soutenir la physiologie ou non? Parce que des fois, les salles physio sont utilisées par une sage-femme sur 20. Ben oui, mais là, ça veut dire qu'elle est pas utilisée. Fait que ça nous donne d'autres pistes sur c'est quoi la culture de cet environnement-là. Puis après ça, hem, il y a des statistiques pour chaque professionnel. Il y a des études qui sont faites qui sont incroyables à voir comment chaque professionnel travaille différemment, très, très, très différemment. On voit que les seuils de confort, qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je sens, mon sens clinique, il me dit de faire quoi en ce moment. Il y a les professionnels qui sont plus formés à la physiologie vont tolérer du gris plus longtemps, vont donner une chance, vont donner l'espace, alors que le professionnel qui a un bénéfice, que ce soit financier ou que ce soit en temps, ou que ce Mmh. soit juste par gestion de stress, à faire une césarienne, ben, il va en faire plus, c'est sûr. Fait que fait que le choix, avant même que le travail ait commencé, on peut déjà déterminer c'est quoi nos risques d'avoir une césarienne d'urgence. Et on Juste précise quand même aussi, je ne sais pas si c'est le cas au Québec, mais en tout cas ici par chez nous, côté Suisse, France, il y a plus de césariennes dans le secteur privé puisque tu viens mmh, d'évoquer quand même quelque chose qui est très ouais. important, c'est l'aspect financier évidemment, hein, Mmh. beaucoup de personnes ne veulent pas voir la réalité, mais malheureusement, c'est comme ça. Mmh Il mh. y a c'est un enjeu financier colossal. Un accouchement par voie basse, ça
ça coûte pas très cher et puis ça dure très longtemps. Ouais. Donc ça nécessite plus de personnel aussi et encore pire si la femme n'a pas de péridurale parce que alors là, du coup, elle est plus compliquée à gérer. Mmh. Et puis dans le secteur privé, est-ce que c'est comme ça aussi chez vous? Il y a des taux de césarienne qui s'envolent? Fait que nous, ici, au Québec, on n'a pas de secteur privé. Ça existe pas ça, cette option-là. Fait qu'on n'a pas de différence, mais on voit certainement les hôpitaux avec différentes statistiques de dépendamment de comment ils fonctionnent, disons, dépendamment de la culture, ouais. Mais je me Mmh. souviens avoir travaillé dans une clinique privée. Il y avait une ville en France où tous les autres maternités avaient été formées avec nous pour la méthode Bonaparte. Hem Puis après ça, il restait qu'une seule, maternité qui avait pas été fermée, c'était la maternité de la clinique. Puis là, ils perdaient des clients potentiels Mmh parce que mh. là, les gens, ils disaient: «Ah ben là, nous, on a fait Bonaparte, on est intéressés». Puisque là, c'était comme un effet de groupe dans toute la ville. Fait que le cette maternité-là, cette clinique-là nous a apporté, puis le clash était, je veux dire, ça reste toujours difficile, les enseignements qu'on apporte parce que quand on enseigne la physiologie à des gens qui en ont jamais pratiqué, c'est toujours un peu un choc. Oui. Mais dans cette clinique-là, c'était juste, disons qu'il y a eu beaucoup de pleurs. Disons que ça l'a remué émotionnellement l'équipe vraiment très fortement parce que leurs habitudes étaient tellement à l'encontre de la physiologie. Parce Mmh que, mh. ben, c'est plus long la physiologie, puis d'ailleurs, il y a plusieurs années de ça, puis là, je m'en veux tellement de pas avoir pris en note. C'était un économiste qui nous avait donné cette conférence-là. C'est un des pays scandinaves qui s'était mis à donner des bonus, donc des sous, hein, des bonus financiers à tous les médecins accoucheurs. Moins ils faisaient d'intervention, plus il y avait un gros bonus. Puis Mmh. soudainement, là, boum, on s'est vu voir toutes les mêmes statistiques que l'OMS propose. Entre 5 et 10% de césariennes. Toutes les statistiques, brrr, ça a diminué d'un coup. À l'intérieur d'une année ou deux, on est tombé sur les mêmes statistiques que propose l'OMS. Fait que Oui, c'est c'est ça. C'est important quand même que les gens comprennent que, au-delà de ces taux-là que tu évoques, hein, 5-10 et encore c'est discutable puisqu'on voit que sur des mmh des tonnes et des tonnes de femmes qui accouchent, on va dire dans un cadre physiologique respecté, hors des mh, protocoles facteur temps où on presse les femmes: «Allez, allez, 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 il faut que ça sorte tout de suite». mmh, Eh bien, on est à 1,4-1-2 hein, donc même quand on parle de 5-10 bon, admettons, tout ce qui dépasserait ne peut pas être considéré comme étant nécessaire pour avoir un vrai bénéfice, sur, justement tous les soins d'urgence après sur le bébé, et cetera. Donc ça, on est vraiment c'est mmh, prouvé, hein, donc on n'avance pas des chiffres comme ça avec mmh Malika. Puis vous avez vraiment l'habitude puisqu'étant donné que dans votre formation, vous êtes aussi très active, du côté des professionnels, il y a une rigueur qui est absolue et je le confirme parce que moi, j'ai fait toutes les formations Bonaparte. J'ai fait les formations pour la future maman, pour les sages-femmes, j'ai tout fait et donc c'est vrai qu'on voit, il y a vraiment 2 façons d'apprendre qui sont complètement différentes. Donc la rigueur est de mise et j'en mh. profite pour dire aux personnes qui sont intéressées pour vraiment comprendre en profondeur tout ce qu'on raconte, dans la barre d'infos de nos vidéos, vous avez les liens pour les formations Bonaparte et puis aussi, pour les informations concernant le livre, le premier livre, Faux départ, qui sort bientôt. Alors du coup, Malika, quand on parle de facteurs de risque, maintenant on a fait le tour un peu de Mmh l'état des lieux, mh. il y a des choses quand même Mmh qui sont ultra courantes, on va dire même systématiques, à part quelques rares exceptions, et qui en fait, sans que les gens le sachent, créent de vrais problèmes qui peuvent amener à une césarienne si on n'est pas au courant. Est-ce qu'on commence peut-être par la position pourrie, comme dit ta maman, la position sur le dos, ça te va si on parle de Ouais, celle-ci en premier. ben oui, certainement. Hem, puis oui, puis je suis contente qu'on aille qu'on fasse cette transition-là parce que c'est important de comprendre que les femmes qui ont vécu des césariennes à l'hôpital, disons ils étaient dans un hôpital où on faisait 30% de césariennes, puis les autres, ils se disent: «Ben moi, est-ce que ça veut dire que j'en aurais pas eu besoin?» Puis je pense que c'est important de comprendre que le moment où on a dit: «OK, là, c'est le temps d'aller en césarienne», c'est probablement vrai, mais c'est toutes les choses qu'on a faites derrière qui a Mmh. causé le besoin que ça arrive. Mais si on n'avait pas fait X, Y, Z, puis là, on va en adresser plusieurs, dont la position pourrie, ben, probablement que là, le besoin n'aurait pas été. Fait que la position pourrie, ce qui s'appelle, qu'on appelle dans le modèle médical le décubitus dorsal, hein, qui est aussi la position gynécologique, où la femme, elle est sur le dos, les jambes dans les étriers.
elle crée des problèmes au niveau de la sortie du bébé pour plusieurs raisons. Je crois que... Ah. Voilà, je prends mon bassin pour vous montrer. Le bassin, il est flexible, il bouge. Ici, hein, les ischions, ils ont la capacité de s'ouvrir. Pour ouvrir les ischions, il faut rapprocher les genoux. Quand je rapproche mes genoux, l'espace ici s'ouvre. Puis quand j'ouvre mes genoux, l'espace ici se referme. Puis c'est l'espace ici en haut du bassin qui va s'ouvrir. Fait que quand je mets la femme en position gynécologique, ce que je fais, c'est je prends cet espace-là puis je le rétrécis. Quand la femme est sur le dos, le sacrum ici, donc ça, c'est la partie ici comme ça bouge comme ça l'ouvre. Si la femme a tout son poids sur son sacrum, le sacrum, il peut pas ouvrir. Fait que je referme ici, je referme ici. Fait que est-ce que je pense, hein, c'est assez évident, tu comprends? Absolument, absolument, bien sûr. On D'ailleurs, c'est vrai que ferme. j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent se dire: «Mon Dieu, mais en fait, c'est pas logique. Alors pourquoi on nous fait mettre sur le dos, alors que Oui, dans cette position, notre bassin est au plus fermé, au plus oui, rigide et exact, finalement au plus immobile?» Hein? exact. Ça, je crois que c'est vraiment un des grands clichés, Mythe. dogmes, tout ce qu'on veut, programmation, allons-y, Mmh, qu'on a. C'est qu'on accouche couché et d'ailleurs, mmh, dans une des parties des formations, ta mère, donc Julie Bonaparte, elle dit: «S'il y a un objet que je souhaite enlever des salles d'accouchement, c'est le lit». oui, Parce que c'est oui, vrai, un lit, on se couche dedans. On se met exact. sur le dos parce qu'on est conditionné à ça. Oui, Au-delà de l'aspect osseux, il y a aussi un facteur qui peut, amener des détresses fœtales, notamment oui, le fait que tout le poids repose sur les gros vaisseaux, les artères, la veine cave. Est-ce que tu oui, as envie de parler de oui. ça aussi? Fait que souvent, les professionnels de la santé disent pendant la grossesse, c'est important de pas que les femmes enceintes se couchent pas directement sur le dos parce que ça bloque le retour veineux de la veine cave, hein. Et donc, ça diminue le taux d'oxygénation que reçoit le bébé. Mais le moment où le bébé il a le plus besoin d'oxygénation, qui est au moment de la poussée, hein, de la sortie, Mmh. c'est super demandant pour le bébé ce qu'il est en train de vivre. Ah là, soudainement, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, on va la mettre sur le dos. Fait que oui, le bébé devient donc moins bien oxygéné parce qu'on a mis la femme sur le dos. Puis là, on va voir un tracé du cœur qui va être moins bon. Puis souvent, on va envoyer les femmes en césarienne d'urgence parce que le bébé va pas bien, parce que la mère est sur le dos, parce qu'on l'a mis sur le dos. Pourquoi on l'a mis sur le dos? Tu posais la question tantôt. Tu veux que je réponde à cette question-là, Emma? Ah mais on va le faire, c'est Ah oui, OK. obligé. Parce que comme, on vous le disait au début, cet effet enfin tu l'as pas nommé comme ça, mais c'est cet effet toboggan ou la série Mmh. prévisible, hein. Au Ouais, final, quand on connaît la physiologie, on a comme une boule de cristal qui marche quasiment à tous les coups. Parce que c'est vrai, mais c'est fou, ouais. tout est intriqué. On peut Mmh. pas, se dire: «Bon, bah, alors dans ce cas-là, on fait différemment». Oui, mais il faudra quand même prendre en compte un certain nombre de choses et comme tu dis, pourquoi on met les femmes sur le dos alors, aujourd'hui? Fait qu'à la base, dans l'histoire de l'enfantement, les femmes ont toujours enfanté dans n'importe quelle position. Debout, accroupie, à quatre pattes, en position de demande de mariage, là, une jambe sur le genou puis l'autre jambe sur le pied. Les femmes ont toujours enfanté dans n'importe quelle manière. Sauf bien évidemment sur le dos. Sur D'ailleurs, Engelmann, dans les années 1800, s'est intéressé à dire: «Mais pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés à mettre au monde nos bébés?» Puis il est venu ici, de l'Europe, il est venu, en Amérique pour voir les peuples gouvernés par leurs instincts. Il a choisi les Amérindiens. Puis d'ailleurs, son livre, il est gratuit maintenant, là, il est disponible en ligne. C'est de toute beauté de voir les images. Puis sa conclusion, c'est: «Ah, les femmes semblent enfanter dans toutes les positions possibles, sauf sur le dos. On voit presque jamais ça». Donc pourquoi ça a commencé ça? Ben, c'est quand les femmes se sont mis à enfanter. Initialement, c'était les prostituées et les sans-abri qui enfantaient dans les hôpitaux. Donc c'est là où la gynécologie a commencé à suivre, à faire de l'obstétrique. C'est l'histoire de le tout début. Puis, les gynécologues trouvaient ça incroyablement inconfortable de devoir être accroupie, tu sais, la tête à l'envers, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait et donc
de là est venue l'idée de dire, ben, en gynécologie, on met les femmes en position gynécologique. Ça va être beaucoup plus confortable pour moi. Moi, je vais voir la vulve devant moi, le bébé qui arrive. Je vais pouvoir être confortablement assis sur une chaise. Et donc, ça, c'est une des 2 raisons principales. C'est le confort du professionnel de la santé. Puis là, malheureusement, une fois qu'on a commencé à faire ça, on a enseigné puis on a compris dans cette position-là. Fait que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on a des tonnes de professionnels médicaux qui savent même pas, par exemple, faire un toucher vaginal dans d'autres positions que celle-là. Fait que Mmh. là, ça se perpétue parce que là, les gens, ils savent, oui, mais là, si j'ai une manœuvre d'urgence à faire, j'ai juste appris dans cette position-là. OK, fait que mets-la dans la position, oui, où tu risques d'avoir besoin de faire des interventions parce qu'il va y avoir une urgence. Parce que si ça arrive, là, tu vas savoir quoi faire. On essaie de prévenir une merde, on crée la merde, puis là, après ça, on est dans une bonne disposition pour pouvoir régler la merde. Ah, je suis ravie de t'entendre parler comme ça. Pour une fois, c'est pas moi qui dénonce, en Ouais, parlant de non, mais c'est vrai, c'est exactement ce que tu dis, c'est ça. ouais. Puis il y Créer a un un autre problème fac pour mieux le résoudre. oui, oui, c'est ça, exactement. Puis il y a un autre facteur qui est significatif, de pourquoi on a mis les femmes sur le dos. C'est que pendant, si on pense à un chien, par exemple, hein, quand notre chien veut nous dire puis on le flatte, puis on s'amuse, puis tout ça, puis là, notre chien, qui a confiance en nous, il veut nous dire: «J'ai complètement confiance, tu es mon maître, je me mets complètement vulnérable à toi». Il se met dans quelle position, Emma? Ah ben ça je le sais bien puisque tu sais que moi aussi j'ai étudié la psychologie animale. Ça a été vite fait d'ailleurs, hein. La psychologie humaine, c'est beaucoup plus long. C'est vrai que là, ça a pris 20 ans, mais la psychologie animale, effectivement, tu apprends que le chien se met sur le dos pour se soumettre à son supérieur hiérarchique. Voilà, c'est pour dire: «J'ai confiance, je vais me mettre dans une position où tu as totalement la possibilité de me tuer», hein. Si on appuie sur l'abdomen avec notre pied de notre chien, on a la capacité de le tuer. Donc il dit: «J'ai confiance en toi, je me soumets, je me mets dans cette position-là». Quand les femmes enfantent de manière librement, hem, il y a ce qu'on peut appeler, disons, l'aspect tigre qui sort chez la femme, l'aspect animal, le «Rah! Il y a personne qui va m'enlever mon bébé, je sais quoi faire, tassez-vous de là». Ça vient avec une puissance qui est d'ailleurs une des choses extraordinaires à découvrir dans le contexte de l'enfantement physiologique. Parce que quand on a découvert qu'on est puissante, ben après ça, on n'a plus besoin de se faire dire quoi faire par toute le tralala hein, par le gouvernement, fonctionnellement, qui nous dit ton bébé, tu devrais le mettre dans une autre pièce, ton bébé, tu devrais le laisser pleurer. Là, une fois qu'on a découvert cette puissance-là, on est beaucoup moins docile. Mais non seulement ça pour la suite, mais surtout sur le champ, les gynécologues qui travaillaient avec donc les sans-abri, les prostituées, quand ils laissaient les femmes enfanter comme elles le souhaitaient, puis cet effet tigre-là arrivait, ils trouvaient ça bien dérangeant, eux autres, de se faire bosser, hein, de se faire dire quoi faire, de se faire envoyer promener par les femmes. Puis ils se sont rendus compte que quand on met les femmes sur le dos, hein, dans la position gynécologique, puisque c'est la position ultime de vulnérabilité, cet effet-là n'apparaît plus. Et ça, c'était vraiment un soulagement pour eux parce que soudainement, là, c'était eux qui regagnaient le contrôle et le pouvoir sur les femmes à ce moment-là. Fait que c'était Alors, ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça doit être difficile d'entendre ces mots-là. Et mmh. je voulais quand même vous dire, les amis, qu'il y a une vidéo prévue qu'on va faire avec Malika justement sur la culpabilité, Mmh. sortir justement de ces traumatismes d'accouchement, parce que des fois, quand on réalise certaines choses, on peut se sentir coupable. Et ça, c'est vrai que ce thème de la culpabilité, il est ultra important aussi dans le thème faux départ. Et puis, si vous regardez cette vidéo, je ne sais pas dans combien d'années, on enregistre en 2022, eh bien, allez fouiller parce qu'elle sera sûrement déjà faite. Donc, vous avez tout dans les barres d'infos pour retrouver l'endroit où on met la malle le trésor avec tous les épisodes de Faux Départ. Mais Mmh. vraiment, c'est très important parce que tu vois, Malika, quand tu annonces ça, toi, t'es née dans la soupe avec, on Mmh. va dire, ta mère qui a ouvert le sentier depuis 3 décennies. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et il y a aussi un facteur, on va dire, purement matériel qui est devenu, une évidence dans une salle d'accouchement et j'aimerais qu'on en parle, c'est le monitoring fœtal. Parce que Mmh. tout à l'heure, tu parlais justement du rythme cardiaque, on voit aussi les contractions pour les femmes qui sont sous péridurale, puisqu'elles ne sentent plus quand les contractions arrivent. Donc maintenant, c'est la machine qui dit si le bébé va bien, si le bébé va mal et si les contractions arrivent. Et Mmh. donc, elle nécessite que la femme ne bouge plus.
Mmh. Et ça aussi, c'est un des grands facteurs de risque puisque ça force la position sur le dos. Rares sont les femmes qu'on voit déambuler avec un monitoring. Alors moi, on m'avait dit aussi: «Oui, mais madame, on vous met ça, sans fil». Sauf que dans la plupart du temps, alors déjà ça marche avec le Wi-Fi, alors c'est pas non plus, hein, quelque chose qu'on adore avoir, scotché au ventre. Mais en plus, la plupart du temps, il y a pas assez de batterie, les piles sont pas chargées. Donc au final, moi j'ai reçu pléthore de témoignages de femmes qui m'ont dit: «Oui, Mmh. mais en fait ça c'est de la poudre aux yeux, c'est pour que les femmes viennent, Mmh. dans notre établissement, enfin dans l'établissement en question, puis au final ça fonctionne pas tant que ça». Donc ça force aussi, d'être sur le dos. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Ouais, ben, puis tu le dis bien, techniquement, les femmes sont supposées être capables d'être mobiles avec le monitoring. Puis même dans les contextes où elles ont la possibilité d'être mobiles, ça reste que c'est restrictif. Ça reste que, Mmh. ça me fait penser aux vidéos la performance, hein, qui compare la conception à l'enfantement, puis là, qui met le monitoring sur le mec, pendant qu'il est en train de faire l'amour avec sa douce. Puis, tu sais, on voit qu'il est dérangé par ça. Bien évidemment c'est la même chose pour les femmes aussi. Mais il y a pas juste le fait d'être accroché, mais il y a aussi la manière avec laquelle on fait le monitoring. Dans le sens où, on a des études claires qui nous disent que quand on fait le monitoring en continu, on augmente significativement le taux de césarienne. Tout simplement parce que le professionnel, il va regarder juste la période de temps où ça se passe moins bien. Puis là, il va conclure sur une longue période de temps, hein, il va conclure: «Ah, ici, ça s'est mal passé, donc là, je commence à m'inquiéter». Or, si on avait fait le monitoring intermittent, comme il est proposé dans tous les protocoles, comme l'OMS le recommande, comme le guide du NICE le recommande, je veux dire, ça c'est assez clair partout, malgré le fait qu'on les protocoles hospitaliers souvent respectent pas les directives cliniques. Ça s'en vient, là, toujours. Puis là, je veux pas me faire bâcher par la communauté médicale qui dit: «Oui, mais Malika, ça prend du temps, puis ça s'en vient mieux». C'est vrai que ça s'en vient mieux, je suis d'accord, là, je suis pas en train de dire que c'est pourri partout, mais je veux dire, il Ça, y c'est aurait moi des qui le dis. Ça, c'est moi. Laisse-moi le sale boulot, Malika. Moi, il y a pas de problème. De toute oh, c'est façon, je suis ça. habituée. Mais c'est ça, donc le fait de le faire, ça crée un erreur, ça crée un biais, en fait, parce que là, on regarde juste quand ça va mal. Alors que si on le fait de manière intermittente, bien, la période que j'ai regardée, puisque les risques sont faibles, que ça tombe dans le petit bout de temps où ça allait pas bien, mais là, on dit: «Ah wow, le monitoring est beau». Puis on tolère mieux, on attend plus, on fait que ça, c'est un élément qui juste le fait de monitorer, puis en plus, ça stresse la femme. Puis surtout si le monitoring fait du bruit, ce qui est des fois le cas, ça sort de la bulle, c'est toujours il se passe quelque chose. Là, le mari, il regarde: «Oh là, tu as une Mmh. grosse contraction qui s'en vient là. Oh là, oh, elle a de l'air forte celle-là». Tu sais? La femme, elle a besoin d'être dans sa bulle. C'est un Surtout qu'on est autre élément qui habitué. joue. On est habitué à être rivés sur les écrans maintenant depuis un certain nombre d'années et les Mmh. gens se rendent pas compte que, les souvent les praticiens, de santé arrivent dans la salle, ils disent même pas bonjour à la dame, ils se ruent sur la machine pour voir, aussi le truc. Bon, maintenant avec les tours de contrôle à distance parce que tout est, hein, les femmes ne le savent peut-être pas, mais les données des monitoring sont retransmises sur des écrans. Donc Mmh. moi dans le livre, j'appelle ça les tours de contrôle, des sages-femmes. Mmh. Et c'est vrai que c'est quand même triste tout ça, mais surtout, que les gens soient bien au courant que le monitoring, lui, ne fait pas la différence entre un bébé qui dort, hein, où le rythme cardiaque a tendance aussi quand même à changer, Mmh mh. et un bébé qui est en souffrance. Donc il y a un aspect Mmh. médico-légal qu'il faut quand même aussi prendre en compte et bon, on va pas s'étaler là-dessus, mais toi, je sais que tu en parles beaucoup dans la formation pour les professionnels. C'est qu'un professionnel, il ne prendra pas le risque, de ne rien faire. C'est-à-dire que devant Mmh. un tribunal, un professionnel qui a fait des choses, même si ça a mal tourné, il va Mmh pas mh. être puni parce qu'il va être réputé comme ayant tout fait, Ouais. pour sauver une situation. Donc on va plutôt avoir tendance à faire trop que pas assez. Ça, c'est une règle d'or à toujours se remémorer. Ouais. Qu'est-ce que tu es d'accord avec ça, Malika? Oui, puis c'est pour ça qu'on dit aux femmes, si tu veux pas d'intervention médicale, mais tu veux enfanter à l'hôpital, arrive avec le bébé entre les jambes, quoi. Parce que plus tu arrives tard, Mmh. moins on va te faire. Parce que moi, j'explique, les professionnels médicaux sont formés, la majorité. Il y en a des rares, là, hein, les sages-femmes québécoises, par exemple. Une des compétences qu'on leur enseigne, c'est ne rien faire.
Hein? D'ailleurs, les étudiantes sages-femmes québécoises vont faire des stages dans d'autres pays, on dit de ces sages-femmes-là: «Ah, elles savent rien faire». Comme si c'était mauvais. Tu sais: «Ah, elles savent pas faire ci, elles savent pas faire telle intervention médicale, bla 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 bla». Mais en fait, moi, j'aime dire, en fait, non, non, c'est qu'elles ont appris à savoir comment ne rien faire, chose qui est pas connue. Donc plus longtemps on est sous le nez d'un professionnel qui, lui, dit: «Moi, aider, c'est faire», ben plus on va recevoir d'intervention médicale, là, la logique, elle est là. Mmh. Fait que c'est pour ça que ça Oui, vaut la peine de c'est ça et puis de demander justement à un chirurgien, un obstétricien de ne rien faire, c'est pas possible. Ils sont mmh, formés justement pour agir. ouais, Donc le hands off, comme on dit aussi, les mains en l'air, c'est gage de qualité. Donc effectivement, là, on rentre dans mmh, aussi tout un jeu d'ego. On est dans un mmh, patriarcat, faut quand même, dire les choses telles qu'elles sont, hein. C'est malheureusement encore en 2022, on en est encore là. ouais, Donc au final, juste quand même, parce que moi j'aime bien aussi qu'on sache de quoi on parle concrètement. On a beaucoup parlé du Lancet pendant le Covid. Bon, le Lancet, il a quand même aussi sorti une méta-analyse. Ça date de 1987, mais déjà là, ils avaient remarqué, donc une méta-analyse, c'est sur des cohortes très importantes, que les taux de césarienne ont triplé euh, en 8 ans suite à la mise sur le marché de ce monitoring. C'est-à-dire quand mmh, même que une machine donne l'alerte et c'était pas nécessaire puisque ça n'a pas été justement relié à des femmes ou des bébés sauvés. Donc on est d'accord que c'était vraiment mmh, inutile. Et puis juste aussi, ça j'aime bien, tu sais Malika, quand même, expliquer comment, dans quel contexte une machine est arrivée. Parce que quand on parle justement de taux de césarienne qui ont triplé, avec une machine qui est arrivée sur un marché en 1969, et à ce moment-là, il n'y avait pas un besoin de réglementation sur les nouveaux appareils mis sur le marché médical. Ça a été réglementé seulement en 1976. Donc pendant 7 ans, il y avait une espèce de flou artistique là-dedans. Et puis quand il y a eu cette réglementation qui a été faite, donc on a dit bon, alors c'est bien, vous mettez des machines, il faut prouver que ça fonctionne, etc. Ils n'ont pas été rétrospectivement chercher le monitoring. Donc lui, il avait fait sa place dans les salles d'accouchement et on l'a plus délogé depuis. mmh, Voilà. Donc quand même, je trouve mmh, que c'est intéressant de savoir ça. Quand on arrive dans une salle, la machine n'est pas toute puissante. La machine, elle peut donner une indication, mais relativisons quand même ces données-là. mmh, Donc, si on résume, Malika, on en est à la position sur le dos, mmh, le monito en mmh, continu. mmh. Est-ce qu'on parle du synto et des déclenchements peut-être? Ben oui, puis si tu veux, même Emma, on pourrait commencer une étape plus tôt, qui est juste, tu sais, tous les éléments qui influencent les, les hormones. Se rendre à la maternité. On n'a rien fait encore de sortir de sa bulle, d'embarquer dans la voiture, le trafic, mettre des vêtements, la lumière. Ça, on a déjà augmenté nos risques de césarienne. Là, on est rendu, on se fait parler la carte d'assurance maladie, la carte de, je sais pas comment vous l'appelez vous, là, j'ai oublié, mais Ouais. là, quelle Une est carte la date? vitale en France. Oui, Je c'est crois que ça, c'est oui, exact. c'est ça, oui. Ouais. Puis là, ainsi de suite, on se fait poser des questions. Depuis combien de temps? Blabla. Là, on se met à parler, on active notre cortex frontal. Déjà là, on est en Mmh. train de l'échapper, là. Là, on s'en va dans un environnement qu'on connaît pas, dans une pièce qu'on connaît pas, avec des étrangers. Là, soudainement, notre système, oh, là, il se met à stresser. Là, qu'est-ce qui arrive avec nos contractions? Bien évidemment, on a peur. Donc, l'ocytocine diminue. Donc, on a moins de contractions. Et là, les professionnels disent, vraiment, ton corps, il est pas à la mesure, hein? Ça le fait pas. On va être obligé de l'aider. On va Alors donc, encore. je vais peut-être juste pour replacer les femmes qui ne savent pas à quoi sert l'ocytocine, on en Mmh. a déjà parlé. Mmh Allez mh. voir les capsules qu'on a déjà faites avec, Malika. Mais en gros, l'ocytocine, c'est elle qui va pulser, qui va donner les impulsions pour les contractions, hein, c'est ça, Ouais. hein? Ouais, exact. Donc, comme tu le dis justement, déjà à la maison, on est dans une bulle, on est dans ces odeurs. Tout Mmh. notre cerveau archaïque de mammifère, il est rassuré. OK, Mmh. c'est ce que tu nous dis. Mmh mh. Donc, déjà, messieurs, ça, c'est un petit message personnel. Si vous conduisez votre chérie dans une maternité ou peu importe où, et puis qu'elle est en pleine contraction, ne lui demandez pas par où il faut passer. Ne la faites pas réfléchir. Non, mais j'ai vu ça une fois dans un truc à la télévision. Enfin, j'ai pas la télé, mais je regarde des replays pour voir comment c'est dans la vraie vie. Tu vois, moi, je vis Ouais. aussi dans ma bulle tout le temps. Alors, je m'oblige à regarder des émissions qu'ils font. Ils tournent dans les maternités, et puis des fois ils suivent des couples comme ça. Et bah, un père peut créer aussi des facteurs de risque sans le savoir, comme Tout à ça. fait. Un père stressé s est une menace à l'enfantement physiologique.
De là, l'importance que les pères soient vraiment préparés à l'enfantement. Parce que plus ils sont préparés, plus ils sont outillés, plus ils sont dans leur pouvoir, plus ils sont calmes. Ils peuvent être la montagne pour leur femme. Tu sais, la montagne qui bouge pas, qui est solide. La femme peut s'accrocher après. Il y a pas de souci. Donc, quand les hommes sont dans cette position de je sais quoi faire, j'ai plein d'outils, je suis ici pour toi, je sais que ton corps est en mesure de le faire. Les femmes enfantent l'humanité depuis que l'humanité existe. Quand l'homme est dans cette disposition-là, l'homme est un facteur de sécurité très important. Mais un père stressé, ça c'est dangereux. Pour vrai, ça c'est dangereux. C'est aussi dangereux que de se rendre à l'hôpital, que d'avoir un monitoring en continu, que de se faire des touchés vaginaux à toutes les heures, d'avoir la lumière, d'avoir froid, d'être obligé de mettre, comment vous appelez ça en Europe, là, chez nous, ici, on appelle ça la jaquette d'hôpital, là, vous appelez ça Des la blouses. blouse Ouais. d'hôpital. Ouais, ça, juste le fait de se dévêtir, de porter un vêtement qu'on n'est pas habitué de porter, dans lequel on se sent vulnérable, les fesses à moitié à Et l'air, tout ça. malade et malade et Et on ouais. et vraiment au bord de l'opération parce que c'est des vêtements qu'on met quand on va se faire opérer. Donc déjà, Mmh. on a des codes qui viennent Ouais. dans notre programmation et même si on n'en est pas conscient, on est déjà prédisposé, hein, à filer au bloc. Exact, exact, Mmh. exact. Fait que ça reste que c'est des interventions minimes. C'est pour ça que les professionnels de la santé, ils considèrent pas que de donner la blouse d'hôpital à une femme, c'est une intervention significative avec des effets négatifs importants. Mais ça reste que c'est une intervention significative. Puis c'est pour ça que moi, je propose aux femmes de dire, ben, écrivez-le dans vos souhaits de naissance, puis allez proposer vos souhaits de naissance. Si vous voulez aller à la maternité, dites, moi, je veux garder mes vêtements. Avez-vous un problème avec ça? Puis là, on veut avoir la signature du chef de service qui dit, oui, ça va, toi, on te donne l'autorisation de garder tes propres vêtements. Parce que ça, c'est une intervention qui est pas banale. D'accord, Le donc même, on préserve tout ça. On préserve, mm, et on a le droit d'ailleurs, il y a des chartes qui existent d'ailleurs, mm, disponibles sur internet, hein. Je t'avais même demandé des liens parce que en fait, c'est aussi votre expertise que vous partagez, c'est quels sont les droits? Parce qu'une fois pour toutes, ce sont des droits, c'est écrit dans la loi, les ouais. droits des patients, hospitalisés, les droits des hommes et des femmes. Bon bref, même s'il y a toujours un fossé immense entre la théorie et la pratique, sachez que vous êtes dans vos droits, Ouais. les parents et les futurs parents. Bref. Quand je les fais lire, là, ces chartes-là aux professionnels de la santé, donc la majorité savent même pas qu'ils existent, là, ça c'est juste la base. Non seulement ils savent pas qu'ils existent, mais ils l'ont certainement donc pas lu. Quand je leur fais lire ça, puis je leur demande, tu sais: «Donnez-moi des feedbacks, comment c'est pour vous de lire ça?» La majorité d'entre eux sont sous le choc de voir comment les protocoles qui sont supposés, eux, être légalement protégés s'ils suivent le protocole, comment ça va à l'encontre Mmh. de la charte. Fait qu'ils disent, oui, mais moi, je suis supposée faire quoi? Je suis supposée respecter la charte ou je suis supposée respecter mon protocole? Parce que là, ils vont un à l'encontre de l'autre. C'est ça. Mais ça, je veux Mmh. dire, c'est ce qu'on voit. Mais tu sais, mais là, c'est sûr que moi, je suis biaisée en étant au Canada en ce moment, en 2022, de voir que entre la charte des droits puis la pratique, il y a un Mmh. fossé. Hein? Il y a un Il y a un fossé. fossé et ce n'est pas réservé aux maternités. Quoi qu'il en soit, on va considérer, en gros, que tout ce qui est protocole standardisé à toutes les femmes Mmh. est une menace à l'ocytocine, donc Ouais. un facteur de risque Mhm. pour avoir un travail qui s'arrête. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui disent: «J'arrive à la maternité, tout était régulier, Mm. on débarque, mon chéri et moi et ça s'arrête» et on se fait Ouais. limite engueuler en nous Ouais. disant: «Mais pourquoi vous êtes là?» Ouais. Heu, en fait, parce que tout simplement, c'était régulier. Oui, mais ça ne l'est plus et donc là, on arrive souvent avec un protocole qui exige, le Santo à partir d'un certain moment quand la femme, elle est, admise, Mhm. c'est comme si elle rentrait un peu dans une prison, elle peut plus en sortir. Une fois qu'on a Mm. enclenché Ouais. tout La la cascade. série de voilà, parce que c'est administratif et comme le temps passe vite et que tu sais que nos capsules se limitent à 60 minutes parce que Ouais. sinon on fait des webinaires sur une journée avec Malika, on est passionnés et puis ça s'entend, j'imagine. Bon, alors le Syntocinon, heu, qu'on met justement parce que cette ocytocine disparaît, entre autres, hein, parce qu'elle est utilisée à toutes les sauces. Qu'est-ce Mhm. que ça crée justement sur le bébé et qui peut pousser à une césarienne à la fin?
Fait que la première chose, c'est que l'ocytocine de synthèse, hein, le syntocinon, le pitocin, elle va créer des contractions qui sont plus fortes tout d'un coup, en n'ayant pas l'effet de l'ocytocine naturelle, donc analgésique au niveau du cerveau. Fait que ce que ça fait, la traduction de ça, c'est que les femmes ont beaucoup plus mal. Donc, à partir du moment où la femme a plus mal, qu'est-ce qui va arriver? Elle va prendre la péri. Puis là, une fois qu'elle a pris la péri, elle arrête de bouger. Hein, parce que on peut pas, ça c'est toute une autre histoire, un autre enjeu au niveau du pouvoir. C'est pourquoi est-ce qu'on fait pas des périambulatoires où les femmes peuvent marcher avec une péridurale? Parce que ça existe, c'est médicalement possible, mais on fait pas ça dans les maternités. Donc là, les femmes peuvent plus bouger. Si elles peuvent plus bouger, il y a plus de micro-mouvements du bassin. Les femmes, elles sentent plus, peuvent pas accompagner le bébé dans sa rotation, dans sa sortie. Donc, là, on a beaucoup plus de problématiques. Ça augmente les risques de forceps, de ventouses, d'épisiotomie. Et parfois, tout ça, ça fonctionne pas. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On doit la césariser. Ou encore, c'est le fait de plus bouger, d'être couché sur le dos qui fait en sorte que le bébé est moins bien oxygéné. Là, on doit se rendre en césarienne à cause de ça. Ou encore, l'ocytocine de synthèse, parce qu'elle n'est pas relâchée de manière pulsatile, elle est relâchée de manière continue, on a beaucoup plus de risques d'hypercinésie. Ça veut dire qu'une contraction attend pas l'autre, qui attend pas l'autre, tchou, 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 c'est une après l'autre, au lieu d'avoir des belles vagues qui diminuent, puis le temps pour que le bébé et la maman se réoxygènent adéquatement. Fait que là, le cœur va moins bien parce que le bébé est moins bien oxygéné, puis là, on va en césarienne. Fait que c'est tous ces éléments-là qui font en sorte que qu'on a plus de risques de se rendre en césar. Plus on a fait d'interventions pour pouvoir prévenir la catastrophe, plus on a de risques d'aller en césarienne d'urgence. Je pense que là, il y a beaucoup de choses qui doivent s'éclairer chez les personnes qui nous écoutent, surtout si vous êtes en train de préparer votre deuxième accouchement ou que vous avez déjà accouché de un ou plusieurs enfants avant et que ça s'est passé comme ça. Parce que si on parle de ça aujourd'hui avec Malika, c'est parce qu'effectivement, c'est tellement courant, c'est tellement prévisible. Le syntocinon, la position couchée, heu, évidemment, le monitoring qui lui donne l'alerte, mais d'une Mmh certaine façon, à juste titre aussi, parce que derrière, il y a l'artillerie mh. lourde qui est lancée. Donc dans un sens, heureusement qu'on Mmh. sort ce Ouais. bébé à la fin parce qu'avec tout ce qu'on a mis derrière, le pauvre, c'est des Ouais. fois des heures. Des femmes qui arrivent, qu'on déclenche, qui ont un col qui n'est pas prêt du tout. Mmh. Mais il y a aussi une chose, c'est qu'il y a ce fameux facteur de la date prévue d'accouchement qui rentre en compte et ta maman nous disait de ne pas hésiter à tricher sur la date de conception pour pas avoir cette pression absolue de ah Ouais. bah c'est l'heure maintenant faut accoucher. Moi j'ai vu Malika des scènes où le praticien fait l'échographie parce que la femme arrive souvent, les femmes ont peur en fin de grossesse, Mmh. ah je sens moins le bébé bouger. Il y a tellement de choses qui peuvent là justement être Mmh. stressantes et c'est normal et l'échographie aux urgences où tout va bien, le bébé va bien, et cetera. Mais on vous garde quand même parce que vous êtes arrivé au terme ou vous êtes à quelques jours du terme. Donc si dans 2 heures moi j'ai vu ça, hein, tel quel, si dans 2 heures votre travail ne s'est pas mis en route, on déclenche au syntocinon. Donc là, dans ce cas de figure, il y a beaucoup de femmes qui ont des cols qui sont complètement fermés. Donc mettre du syntocinon à tout va, en Mmh. plus dans des cas comme ça, Mmh. forcément le bébé il va pas aimer parce qu'il va Ben falloir non. vraiment, Mmh. je sais Puis pas si tu as sur envie d'évoquer ça aussi? Ouais, puis sur un déclenchement qu'on dit, échoué, hein, si on a essayé de déclencher une femme de tous les moyens puis qu'on n'a pas réussi, ça s'en va direct en césar. Mmh. Fait que cette femme-là qu'on aurait pu potentiellement juste laisser chez elle, à faire ses choses, puis à laisser que son corps reconnaisse que c'est le bon moment, mais là, elle, on a décidé d'intervenir, puis on sait que ça a des effets qui sont significatifs, dont l'augmentation très importante. Si je me souviens bien, à partir du moment où on cherche à déclencher une naissance, on triple les risques de césarienne chez cette femme-là. Fait que, tu sais, le déclenchement, souvent, c'est minimisé. «Ah, mais, tu sais, on était tannés, là, je trouvais ça difficile, puis là, eux autres, ils ont vu je sais pas quoi, puis là, ah oui, oui, je leur ai dit oui», tu sais. Oui, mais oui, tu te rends compte, là, que là, les risques de césar, les risques de toutes les autres interventions viennent d'augmenter de manière très importante. Le Mmh. déclenchement, c'est encore une fois une intervention médicale qui est banalisée, mais qui est extrêmement sérieuse parce que c'est le début de l'effet toboggan, hein, c'est le début de la cascade d'intervention.
Et maintenant, à 37 semaines d'aménorrhée, c'est devenu presque normal qu'on considère que oui, mais le bébé, il a plus besoin. Donc le corps des mamans qui est Mmh. magnifique et extraordinaire pour un enfant pendant toute la grossesse, à 37 semaines, il se transforme en limite en cercueil dangereux pour un bébé. Il faut Ouais, tout de suite le sortir le plus vite possible. Ça sert à rien, mais il y a quand même une fenêtre jusqu'à 43 semaines d'aménorrhée dans ouais. l'histoire. On considère tout à fait normal une femme Mmh mh. qui cuit son bébé dans son four Ouais. pendant 43 semaines. Ça fait quand même 6 semaines d'écart, un Mmh. mois et demi de différence entre la réalité actuelle Ouais, et puis oui. ce qu'on considérait normal. C'est énorme. Ça, on est arrivé à dire qu'une grossesse, c'est 40 semaines parce que 40 semaines, c'était la moyenne. Mmh. Fait que ça veut dire que des bébés à 42 semaines, il y en avait plein avant. Fait que c'est mais je pense que ça touche à cet élément-là de contrôle qui est quand le bébé est dans la mère, on n'a pas le contrôle sur le bébé. On peut pas le voir, on peut pas le mesurer, on peut pas l'analyser. C'est inconfortable. De la même façon que c'est inconfortable de laisser une mère à la maison ou une mère enfantée, hein, avoir des contractions, c'est plus confortable de nous le sortir, de faire une césarienne. Parce que malgré le fait qu'il y a plus de risques de mort fœtale, de mort chez la mère avec une césarienne, il reste que le professionnel, c'est lui qui est en train de faire. Il est pas en train juste d'observer. Puis puisqu'on a intégré, on a soudé dans l'esprit des professionnels, faire, c'est sécuritaire, ben c'est ils font pas parce qu'ils veulent enlever le pouvoir à la femme. Ils font parce qu'ils se sentent plus en sécurité. C'est pas Ils des sont grands aussi méchants loups, programmés là. et conditionnés, hein. C'est pareil, hein. Brainwashing. C'est ça, c'est ça. Ouais, Malika, dans le quart d'heure qui reste de notre émission, est-ce que ouais. tu veux bien nous expliquer la différence entre une césarienne élective et une césarienne de convenance? Et Et là, est-ce quels que peuvent tu être les penses glissements? oui. Est-ce que tu penses que oui, oui, parce que ça, il y en a, que je voudrais glisser sur 2 autres éléments qu'on n'a pas frôlés encore très rapidement, sur qu'est-ce qui augmente les risques de césarienne? Oui, alors il nous reste un quart d'heure. Ouais, Donc, OK. Garde ça en tête. on parlera évidemment, on peut en parler de la rupture de la poche des os, mais en fait, il y a des capsules aussi qu'on va faire spécifiquement sur tout, mais je t'en prie, vas-y, c'est très important qu'on soit le plus précise possible. Il y en a un qui est moins présent en France, heureusement, moins présent en Europe en général, mais au Québec, c'est encore la grosse mode, qui est la poussée à 10 centimètres. On a Mmh. identifié que la femme, elle est, hein, ouverte au complet. OK, parfait, le col est dilaté à 10 centimètres. On lui dit: «Tu es prête, donc tu commences à pousser». Puis on lui enseigne à faire la poussée bloquée. Comme ça, pousser de toutes ses forces, que des effets négatifs au niveau, hein, de tout son système, de tout ce qui repose dans le bassin, en fait. Là, on voit beaucoup plus d'incontinence urinaire, tout ça. Mais le fait de pousser, ça diminue aussi son oxygène parce qu'on retient son souffle, qui fait en sorte qu'on a plus de risques que le bébé ait une détresse fœtale, qui fait en sorte qu'on a plus de risques d'avoir une césarienne. Fait que ça, c'est notre grosse mode québécoise. Les femmes ici au Québec, elles peuvent pousser facilement, là, C'est 2-3 comme heures, ça on partout, entend ça. hein. Ben, je pense que les pays où il y a plus de péridurale, comme en France, par exemple, ils ont compris que si tu fais de pousser une femme, surtout sous péridurale à dilatation complète, t'en as pour toujours. Et ce qui est le fun en France, c'est que en France, la rééducation périnéale, c'est comme un sport national, hein, ce qui est quand même vraiment quelque chose de bien en France. Presque tout le monde a accès à faire de la rééducation périnéale. Donc, les sages-femmes savent à quel point les périnées sont bousillés si on fait la poussée bloquée. Au Québec, nous, il y a personne qui fait ça. Il y a une poignée là, de physiothérapeutes qui sont formés à cette intervention-là, mais c'est très, très, très peu. Fait que nous, on a tous des périnées bousillés, mais on fait pas de rééducation périnéale par derrière. Fait que vu que D'accord. personne s'en rend compte, on le fait plus que quand que Et quand d'autres. on fera la capsule sur le réflexe d'éjection du fœtus, Oui, avec la gravité, vous verrez que finalement la rééducation du périnée, elle est rarissime. oui, Voilà, ça c'est encore un autre oui. sujet. Puis l'autre élément que je voulais Oui. que je voulais noter, c'est le positionnement fœtal. Donc la manière avec laquelle le bébé est dans le corps de la mère, avant même que le travail s'enclenche, va influencer sa facilité à sortir. Fait qu'un bébé qui est mal positionné ou qui est positionné de manière sous-optimale va nécessiter beaucoup plus de défis va nécessiter plus de ressources pour être en mesure de le mettre au monde. Fait qu'un bébé qu'on dit en postérieur, donc où la tête, où le visage regarde vers l'avant au lieu de vers l'arrière. Fait que le dos
et t'appuies sur le dos. Quand on voit ça, c'est beaucoup plus difficile à sortir. Puis ça crée beaucoup plus de césariennes. Puis aujourd'hui, on a beaucoup plus de mauvais positionnement fœtal parce que les femmes bougent plus pendant la Elles sont grossesse. sur le canapé, Ouais, les derniers mois, en l'air, alors qu'elles devraient être plutôt en exact. avant, le ventre dans le vide, n'est-ce pas? Exact, exact. Fait que positionnement fœtal, c'est important. Ça joue c'est un facteur qui est important. Puis ça, les vieilles, là, quand je les forme, les vieilles sages-femmes me le disent souvent. On n'avait pas autant de postérieur que ça avant. Mais ouais, là, on est toujours dans notre canapé, toujours avachi, hein, derrière les ischions. Puis ça joue sur le positionnement. On a plus de postérieur. Puis qui dit plus de postérieur, surtout dans un contexte hospitalier avec péri, avec Sainto, ces bébés-là, ils sortent en césarienne. Ils ont pas vraiment de chance de sortir par voie basse. Ça arrive, là, mais c'est beaucoup plus difficile. Fait que c'était juste les deux petits éléments que Merci je voulais d'avoir assurer. précisé ça. Mmh. Donc, Tu vois, hein, je sais à chaque fois qu'on commence sur un thème, on se dit: «Ah là là, mais on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de temps». Alors, c'est pour ça qu'on fait en plusieurs parties. oui, Césarienne élective ou de oui. convenance, quelle est la différence, Malika? Donc, ça, ces 2 termes-là réfèrent à une césarienne qui est faite, donc pas en urgence. Donc, pour qu'une césarienne d'urgence se fasse, il y a eu un effort de travail qui a été commencé. Puis là, la femme, pendant qu'elle est en route de mettre au monde son bébé, il se passe quelque chose. Puis là, on dit, OK, stop, on arrête, on s'en va en césarienne d'urgence, on lui fait une péridurale pour la majorité. Très, 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 très rarement, on fait une anesthésie générale. Mais voilà. Puis là, on la césarise. Une césarienne élective ou une césarienne de convenance, c'est quand on dit on va sortir le bébé par césarienne avant que la femme ait commencé à avoir des contractions, avant que le travail ait commencé. Une césarienne élective, ça veut dire qu'il y a une raison évoquée, une raison médicale pour dire là, il y a un problème avec cette grossesse-là, puis on veut pas que la femme ait un effort expulsif. Il y a des raisons qui sont extrêmement valables de faire une césarienne élective. Quand je pense, par exemple, au placenta prévia. Ça, c'est quand le placenta recouvre le col de l'utérus. Ça reste que c'est très rare, mais ça peut arriver. À partir du moment où les contractions arrivent, ce qui va arriver, c'est que les contractions vont en faire travailler l'utérus, ça va faire décoller le placenta qui est en dessous du bébé. Puis là, il y a beaucoup de risques d'hémorragie chez la femme. Puis là, le seul moyen d'assurer que ce bébé-là soit oxygéné, c'est de le faire sortir. Puis puisque la sortie est obstruée par le placenta, il faut le faire sortir en césarienne. Mmh. Fait que ça, c'est par exemple une vraie raison totalement légitime et valide de faire une césarienne élective. Il y a à l'autre extrémité les césariennes de convenance, qui est de dire, ben moi, en tant que professionnel de la santé, ça m'arrange. Puis que la femme dit aussi, moi, en tant que femme enceinte, ça m'arrange qu'on sorte mon bébé avant même que j'aie des contractions. Parce que, je sais pas, mais je suis tannée d'être enceinte, parce que il y a un événement spécial que je veux, puis que je veux aller, puis il faut absolument que j'aie mis au monde mon enfant, parce que c'est plus facile pour l'organisation, parce que je suis mère porteuse, puis je veux pas avoir tout le shoot d'ocytocine, puis toutes les hormones, parce que je vais m'attacher trop facilement à ce bébé-là, puis ça va être plus facile pour moi de donner ce bébé-là. Hein? Fait que ça, c'est des raisons qu'on va dire de convenance. Personnellement, je pense que dans les césariennes de convenance, ça vient souvent du fait que le brain, hein, le choix libre et éclairé n'a pas été fait. Parce que si les femmes se rendaient compte de tous les risques associés à la césarienne versus l'enfantement physiologique, l'enfantement voix basse, je pense pas qu'ils choisiraient la césarienne. Mais parce que dans notre monde, hein, on a l'impression que le professionnel est plus calme, lui, parce qu'il y a tout le contrôle, parce que c'est plus vite. Il y a comme des avantages, disons, en superficie qui font en sorte que les femmes peuvent dire: «Ah, moi, je pense que ça me plaît cette option-là», mais je pense que ça vient d'une absence d'information juste et adéquate. Parce que si on voit tous les effets, une fois qu'on a étudié tous les effets négatifs, heu, on changerait d'avis, je pense. Il y a aussi une chose, qui est, terrible, c'est le thème des violences, obstétricales
Et je me souviens d'une jeune femme qui arrivait pas à parler de son premier accouchement tellement ça avait été violent. Il a pas Mmh. fini en césarienne, elle a été déclenchée justement avec le Syntocinon parce qu'on avait estimé qu'elle était à 4 jours de son terme, puis que ça servait à rien qu'elle continue d'être enceinte. Elle voulait rentrer chez elle, on lui a dit: «Madame, vous pouvez rentrer chez vous, mais à partir d'aujourd'hui, il y a un risque de mort fœtale». On lui a mis ça dans la tête, donc du coup, évidemment, Ouais. elle a dit: «Bon, bah, allons-y», et puis ça a été une catastrophe qui a frôlé la césarienne, mais elle a été tellement traumatisée que la condition pour qu'elle ait un deuxième enfant, c'était: «J'aurai une césarienne d'office. Je Mmh. ne veux plus jamais revivre un Ouais. accouchement, par voie basse», et je pense qu'effectivement, dans ce genre de cas-là, c'est prévisible que ça se passe comme ça, que les femmes demandent des césariennes aussi parce que bon, on parle du Brésil où il Mais y a le oui. culte du corps et cetera. Bon, ça, c'est évident pour tout le monde de comprendre pourquoi, il peut y avoir des abus de ce Ouais. côté-là, mais on parle pas assez de ces femmes qui sont traumatisées ou d'autres qui ont tellement peur, qui sont tellement Mmh. tétanisées Ouais. que voilà, et donc le rôle du professionnel là, il est capital parce que c'est lui qui peut amener justement, cet éclairage nécessaire, et malheureusement, Mmh. bah, Mmh. c'est très encouragé. C'est beaucoup plus Mais simple ouais. pour tout le monde finalement. Ouais. C'est simple pour tout le monde sur le champ, Oui. quand ça se passe bien, parce qu'il y a plus de risques que ça déroute, hein. Il y a plus de risques de mais à long terme, c'est significatif, là. Si on pense juste, par exemple, à l'effet sur les poumons de ces bébés-là, à leur capacité à eux de développer l'ocytocine, tu sais, la liste, Mmh. elle est longue, elle est très longue. On en a parlé, quand on avait mentionné l'épigénétique justement avec les petits récepteurs. Ouais, Par ouais. contre, vu qu'on arrive à la fin, est-ce que justement, tu as envie, avant de te donner le mot de la fin, de peut-être de parler de cette, cicatrice, de césarienne? Parce qu'il y a aussi des femmes qui savent pas et qui pensent que pour ne pas, avoir mal le jour de leur accouchement, Mmh. eh bien, bon, bah, pourquoi pas une césarienne? Là, on parle vraiment du cas où on n'est pas dans une césarienne de, on va dire, d'urgence vitale, mais comme nous l'avons vu, elles sont pas si, nombreuses que ça, hein, les vraies urgences vitales. Mmh mh. Alors souvent, on nous dit: «Oui, alors pour pas avoir mal, hein, le jour de l'accouchement, eh bien, j'ai souffert pendant des années au final à cause d'une Ouais. cicatrice qui m'a pourri la vie». Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Mais j'ai envie de dire que la césarienne, c'est une opération significative. En règle générale, on est assez frileux, on s'est fait mal à l'épaule, il faut se faire reconstruire, une partie de l'épaule. On est frileux, on pose beaucoup de questions, on choisit notre médecin. Tu sais, pour des choses qui sont, disons, moins invasive, on s'inquiète d'une opération. Mais c'est comme si, dans notre esprit, la césarienne, c'est pas une opération, mais alors que c'est une opération très invasive, qui va couper plusieurs tissus, hein, qui va s'attaquer à plusieurs structures. Puis, bien évidemment, quand c'est fait pour protéger la vie, c'est une chose, mais quand on n'est pas certain que c'est absolument nécessaire, hem il y a des coûts parce que la mère, elle est faite puis ça d'ailleurs, on le voit, les femmes qui ont une péri puis les femmes qui ont pas de péri, quand les 2 enfantent de manière, vaginale, les femmes qui ont pas eu de péri, elles se plaignent pratiquement pas en postpartum. Parce qu'ils ont eu un shoot d'endorphines, d'ocytocine, tout ça, c'est analgésique. Les hormones les protègent, elles se sentent bien. Puis les sages-femmes ensuite de couches nous disent: «Ah, les femmes qui ont des péris, elles se plaignent, elles ont mal au bassin, elles se sentent pas bien, elles ont plus de douleurs». Puis ça, c'est quand même des femmes qui ont vécu des efforts de travail. Fait que si on les compare, elles, à la femme qui s'est littéralement fait ouvrir le ventre, une opération à proprement dit, mais c'est sûr que là, on peut comprendre que tu sais, je veux dire, une femme qui a mis au monde un bébé, heu, physiologiquement, se lève après l'enfantement, elle est en mesure de fonctionner. C'est pas un, je sais pas c'est quoi le terme là, ça m'échappe, un recovery, comment on dit ça, Emma? Oui, elle n'est pas en convalescence. Oui, exactement, exactement et son corps a vécu plein de choses, bien Mmh. évidemment, puis on veut l'honorer en faisant, en respectant le 4e trimestre, tout ça, mais mais ça reste que c'est pas la convalescence d'une opération majeure. Mmh. Mmh. Absolument. J'étais sous la douche quelques minutes après, Mmh. Mais oui. heu, bien, hein,
avec les jambes qui fonctionnaient forcément. Moi, je peux vraiment comparer, hein. C'est le cas de ce que je raconte dans ce livre parce que c'était vraiment important pour moi de faire vraiment une comparaison entre les deux expériences. Bon, on arrive à la fin de cette capsule numéro 1 sur la césarienne. Ouais. Merci Malika. Il nous reste 1 minute pour nous dire au revoir. Je te laisse le mot de la fin parce que c'est comme la coutume. Moi, j'aime avoir le mot de la fin de la famille Bonaparte. Comment on peut se Mais quitter? mais moi, je pense que j'ai envie de dire, tu sais, pour toutes les femmes qui ont vécu des césariennes, c'est d'abord et avant tout d'être douce à son égard, puis de savoir que, tu sais, fort probablement, on a été victime d'un système qui est complètement à l'envers. Puis c'est important de demeurer doux puis de surtout pas se taper sur la tête. Pour les effets négatifs possiblement vécus, c'est de dire, tu sais, on fait face à un système où même les professionnels de la santé savent pas comment diminuer ces risques-là. Alors, douceur, amour, puis il est jamais trop tard pour réparer les choses. Merci Malika pour tes mots qui nous font du bien. Mmh. On reconnaît là la docteure en psychologie spécialisée en périnatalité et effectivement, la douceur, on est là pour ça. On n'est pas ensemble sur le même continent, mais le jour où ça sera le cas, on va pouvoir manger nos chocolats préférés Mmh. en enregistrant parce qu'on est des fans de chocolat et Yeah! on mettra de la douceur aussi de ce côté-là. Ouais, Merci Malika, merci les amis. merci. Partagez les vidéos comme d'habitude pour faire connaître, eh bien, toute cette, vérité qui est malheureusement reléguée, dans les fonds du tiroir, histoire Mmh. qu'on sorte tous ensemble de cette programmation pour enfin arriver à notre belle souveraineté d'être humain. Nos corps sont merveilleux. Mmh. Vraiment, ancrez-vous ça dans la tête les amis. À bientôt. Merci Malika. À bientôt!